Quand on parle de la Première Guerre mondiale, on pense immédiatement aux tranchées, à Verdun, aux obus et aux millions de morts. Pourtant, bien avant 1914, une autre guerre a déjà embrasé la planète entière, sans en porter encore le nom. Une guerre plus ancienne, moins connue, mais dont les mécanismes, l'ampleur et les conséquences annoncent clairement les conflits modernes. Une paix qui prépare la guerre. Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle. En 1748, l'Europe sort officiellement de 8 années de guerre avec la paix d'Aix-la-Chapelle. Sur le papier, le conflit est terminé. Dans les faits, presque personne n'est satisfait du résultat. La France de Louis XV a remporté plusieurs succès militaires, notamment dans les Pays-Bas autrichiens. Pourtant, au moment de négocier, le roi choisit de rendre l'essentiel de ses conquêtes. Il veut, selon l'expression de l'époque, négocier, je cite, en roi et non en marchand. Une posture jugée noble par certains, mais incompréhensible pour beaucoup de ses contemporains. Car le grand gagnant de cette paix, c'est la Prusse. Frédéric II conserve en effet la Silésie, une province riche, industrielle et stratégique, qu'il a arrachée à l'Autriche. Pour Marie-Thérèse, souveraine des Habsbourg, la blessure est profonde. Elle a réussi à imposer son autorité et à faire reconnaître ses droits, mais elle a perdu un territoire clé. Et surtout, elle n'a pas oublié. À partir de là, l'Europe est officiellement en paix, mais psychologiquement en attente. Les rancunes restent intactes, les équilibres sont fragiles, et surtout cette paix européenne ne s'applique pas partout de la même manière. Car dans les colonies, la guerre ne s'est jamais vraiment arrêtée. En Inde, Français et Britanniques sont présents depuis le XVIIe siècle à travers leurs compagnies de commerce. Ces compagnies ne sont pas de simples entreprises, elles lèvent des armées, fortifient des villes, négocient avec des princes locaux. Elles font du commerce, mais aussi de la politique et parfois la guerre. Le contexte est explosif. L'Empire moghol, autrefois dominant, est en plein déclin. Des souverains régionaux cherchent à étendre leur pouvoir et dans ce jeu d'alliance, les Européens deviennent des partenaires militaires précieux. Ils apportent des troupes disciplinées, de l'artillerie, des ingénieurs et surtout une manière nouvelle de faire la guerre. Très vite, les conflits locaux prennent une dimension internationale. En Amérique du Nord, la situation est tout aussi tendue. Les Français contrôlent un immense territoire de la vallée du Saint-Laurent jusqu'au Mississippi et à la Louisiane. Les colons britanniques, eux, sont beaucoup plus nombreux, mais enfermés à l'est du continent, coincés entre l'océan Atlantique et l'intérieur des terres. La zone de friction principale, c'est la vallée de l'Ohio. Pour les Français, c'est un axe vital qui relie le Canada à la Louisiane. Pour les Britanniques, c'est un espace de colonisation potentielle. Chacun y construit des forts. Chacun revendique des droits et tous s'appuient sur des alliances avec des nations amérindiennes. C'est dans ce contexte qu'éclate ce qu'on appellera plus tard l'affaire Jumonville. En 1754, les Français construisent Fort Duquesne, dans la vallée de l'Ohio. Les Britanniques considèrent cela comme une provocation. Une force coloniale est donc envoyée depuis la Virginie pour s'y opposer. À sa tête, un jeune officier de 22 ans, encore totalement inconnu, un certain George Washington. Washington n'est pas un chef de guerre expérimenté, c'est un officier colonial ambitieux chargé de défendre les intérêts britanniques locaux. Lors d'une reconnaissance, sa troupe tombe sur un petit détachement français commandé par Joseph Coulon de Jumonville. Du côté français, l'épisode est présenté comme une mission d'avertissement diplomatique. Jumonville est chargé de transmettre une sommation officielle demandant aux Britanniques de se retirer. Du côté britannique, on parle plutôt d'un détachement venu observer les positions. La rencontre tourne court, des coups de feu sont échangés. Jumonville est blessé puis tué. Les circonstances exactes restent floues, y compris à l'époque. Ce qui est certain, c'est que pour les Français, un officier porteur d'un message diplomatique a été tué. Pour eux, c'est un assassinat. La réaction française est immédiate. Washington se replie et construit à la hâte un petit ouvrage défensif, Fort Necessity. Quelques semaines plus tard, les Français et leurs alliés amérindiens l'encerclent. Et le 3 juillet 1754, Washington capitule. Et c'est là que tout bascule. En effet, les articles de capitulation sont rédigés en français. Washington les signe,
Or, dans le texte, il est écrit qu'il reconnaît la responsabilité dans l'assassinat de Jumonville. Washington expliquera plus tard qu'il ne maîtrisait pas suffisamment le français et qu'il pensait reconnaître une simple responsabilité militaire, pas un assassinat diplomatique. Quoi qu'il en soit, le document existe, il circule et il devient une arme politique. À Paris comme à Londres, l'incident est perçu comme une agression grave. Ce qui aurait pu rester une escarmouche coloniale devient un casus belli. Et dès l'année suivante, en 1755, les autorités britanniques prennent une décision lourde de conséquences, la déportation massive des Acadiens. Considérés comme peu fiables, soupçonnés de sympathie envers la France, des milliers de civils sont expulsés de force, séparés de leurs familles et dispersés à travers l'Atlantique. Un épisode traumatique qui annonce des formes de violence d'État bien plus modernes qu'on ne l'imagine pour le XVIIIe siècle. À ce stade, plus personne ne se fait d'illusions, les tensions coloniales, les rancunes européennes et les rivalités économiques convergent. La guerre devient inévitable. Le monde entre en guerre. En 1756, le conflit devient officiel et il commence par un choc diplomatique majeur. Frédéric II de Prusse, convaincu que l'Autriche prépare sa revanche pour reprendre la Silésie, prend les devants et se rapproche de l'Angleterre. En réponse, l'impensable se produit, la France et l'Autriche, ennemis depuis plus de 2 siècles, signent une alliance. C'est ce qu'on a appelé le renversement des alliances. À partir de ce moment-là, la guerre n'est plus seulement européenne, elle est mondiale. En Europe, Frédéric II frappe vite, attaque ses ennemis avant qu'ils ne puissent se coordonner. Il remporte des victoires spectaculaires, mais son royaume est petit, peu peuplé, et chaque perte pèse lourd. La Prusse survit par la discipline, l'entraînement et une pression constante. Sur mer, en revanche, la situation évolue rapidement. La Royal Navy britannique impose progressivement sa supériorité et cette domination maritime va devenir le facteur décisif de toute la guerre. Dans les colonies, les conséquences sont immédiates. En Amérique du Nord, la guerre prend 2 visages. D'un côté, des sièges et des batailles rangées à l'européenne, de l'autre, une guerre de raids, d'embuscades et de coups de main menée avec l'aide des nations amérindiennes alliées. Les frontières deviennent des zones de terreur permanentes. Chaque fort est isolé, chaque convoi est vulnérable. En Inde, les affrontements s'intensifient. Les armées européennes s'appuient massivement sur des troupes locales. Mais une règle domine tout. Sans contrôle de la mer, aucune victoire terrestre n'est durable. Chaque bataille gagnée pose la même question, pourra-t-on être ravitaillé demain ? En Europe, certaines batailles marquent les esprits. En 1757, à Rosbach, Frédéric II inflige une défaite humiliante à une armée franco-impériale pourtant largement supérieure en nombre. La bataille est courte, brutale et politiquement désastreuse pour la France. Les critiques se multiplient, les caricatures fleurissent et la guerre commence aussi à se jouer dans l'opinion publique. Dans les Caraïbes, une autre logique s'impose. Les îles à sucre deviennent des objectifs prioritaires. Elles ne sont pas seulement stratégiques, elles sont également extraordinairement rentables. Chaque île conquise représente des revenus immenses et déjà, on comprend qu'elles serviront de monnaie d'échange lors des négociations futures. La guerre est désormais planétaire, il ne reste plus qu'une étape pour qu'elle touche littéralement tous les océans. Dernières années de guerre. 1759 est une année charnière. Pour les Britanniques, ça n'est qu'une suite de succès. Pour leurs adversaires, en revanche, c'est le début de l'effondrement. La stratégie britannique est claire, dominer la mer, isoler les colonies françaises et empêcher tout renfort. Effectivement, cette stratégie fonctionne. En Amérique du Nord, Québec est assiégé. En septembre, les troupes britanniques parviennent à se positionner sur les hauteurs dominant la ville. La bataille des plaines d'Abraham est courte, violente et décisive. Les 2 commandants, Wolfe et Montcalm, sont mortellement blessés et au final, Québec tombe. La guerre continue pourtant, les Français remportent encore une victoire à Sainte-Foy au printemps 1760. Mais sans flotte pour contrôler le Saint-Laurent, cette victoire ne peut être exploitée. Montréal capitule quelques mois plus tard et le Canada est perdu. En Inde, le même scénario se répète.
Après la bataille de Windy Wash, les positions françaises s'effondrent. Pondichéry est assiégée, affamée, puis contrainte de capituler. La domination britannique en Inde devient irréversible. En Europe, la situation prussienne est catastrophique. À Kunersdorf, en 1759, Frédéric II subit une défaite terrible face aux forces austro-russes. Berlin est brièvement occupé, l'armée est exsangue, on recrute même des adolescents. Le roi évoque le suicide dans ses lettres. Et pourtant, le destin bascule une dernière fois. En Russie, la tsarine Élisabeth meurt, son successeur Pierre III est un admirateur fervent de Frédéric II. Il retire immédiatement la Russie de la guerre, rend les territoires conquis et sauve littéralement la Prusse de l'effondrement. Frédéric parlera même de miracle. En 1762, l'Espagne entre à son tour dans le conflit. Mauvais calcul, les Britanniques s'emparent de la Havane, puis de Manille. Même l'Asie devient un champ de bataille. En février 1763, les traités mettent fin à la guerre. La France perd l'essentiel de son premier empire colonial. L'Angleterre s'impose comme la grande puissance maritime mondiale. La Prusse devient quant à elle une puissance majeure et la Russie entre définitivement dans le jeu européen. Mais surtout, la guerre de 7 ans laisse un héritage explosif. Elle ruine les finances des États. Elle pousse Londres à taxer ses colonies américaines. Et ces taxes mèneront directement à la Révolution américaine. La guerre de 7 ans n'est pas seulement un conflit du XVIIIe siècle, c'est tout simplement le premier conflit mondial moderne. Au final, un laboratoire où s'inventent les guerres du futur. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.